à coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontez leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Géraldine Dormoy, j'ai 47 ans, je suis journaliste, autrice et coach digital. Et j'ai eu un cancer du sein en 2017, cancer hormonodépendant. Bonjour Géraldine, tu es journaliste pour Marie-Claire, tu es autrice, ton dernier livre est sorti l'année dernière, il s'appelle L'âge bête. Et tu as également écrit Un cancer pas si grave, publié en 2020, dans lequel tu relates ta traversée du cancer du sein. À travers tes livres, mais aussi tes posts et tes contenus, en général, j'ai la sensation que tu ouvres grand les portes sur tes doutes, sur ta fragilité, pour tenter de trouver des réponses pour mieux vivre, en cherchant, en documentant tes pistes de solutions. Alors merci d'avoir ce courage de la sincérité. Je suis heureuse et honorée aujourd'hui de pouvoir te poser des questions qui, moi, me dominent. Merci Magali pour cette très jolie introduction. Et la première de mes questions, c'est évidemment, comment vas-tu ? Ça va très bien. On enregistre cette émission en novembre et en décembre, ce sera le moment des contrôles. Donc c'est un moment particulier annuel pour savoir si tout va vraiment bien à l'intérieur du corps. Donc quand tu me poses la question, eh bien moi je te réponds que oui, ça va très bien. Et puis on verra ce que les médecins disent dans un mois, mais je ne suis pas du tout inquiète. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire a démarré pour toi ? Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce ? Oui, c'était en novembre 2017, donc il y a vraiment pile 6 ans maintenant. À force de dire 5 ans, c'est maintenant 6 ans. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est une bonne chose, ça met de plus en plus de temps, d'espace entre la maladie et moi. En fait, j'avais 40 et quelques années, on oublie au fur et à mesure, mais j'avais une petite quarantaine. Et pourtant, ma gynéco me faisait faire une mammographie régulièrement parce que j'avais des seins très denses et que donc même à la palpation, même à sa palpation, on ne pouvait pas détecter d'éventuelles anomalies. Et donc depuis plusieurs années, je faisais des mammographies et c'était devenu tellement une habitude que j'y allais les mains dans les poches. Sauf que à cette mammographie de contrôle, on m'a détecté quelque chose et la biopsie qu'on m'a faite immédiatement a révélé que j'avais un cancer du sein. Tu veux dire le même jour ? Le même jour. Je suis allée au centre Jura, dans le 17e, et je donne le nom parce que vraiment, je trouve que c'est un super centre, avec une équipe très humaine, et ils ont été très rapides, ce qui est super quand on commence à détecter quelque chose qui ne va pas et que on va passer son temps à attendre quand même. On est patient, c'est écrit dedans, hein, c'est inscrit dans le nom. On va devoir beaucoup patienter. Et là, au moins, j'ai pas eu les résultats tout de suite, mais dès le jour même, on a pu faire le maximum pour démarrer les recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas. Et diminuer la fameuse attente. Mais ça veut dire que tu t'attends à rien, c'est quelque chose de routinier. Oui. Et que dans la même journée, paf, tu passes à une biopsie, quoi. Oui, ah oui, c'est un choc, mais de toute façon, c'est un choc. Le cancer est un choc, la découverte d'un cancer est un choc. On sort des rails de la normalité. Et donc ça a été mon cas alors qu'il n'y avait pas du tout de cas de cancer du sein dans ma famille proche et que j'étais jeune. Et je crois que c'était au bout d'une semaine, mon radiologue m'a annoncé que c'était bien un cancer et que il allait falloir opérer et que il connaissait un chirurgien, il me recommandait quelqu'un et il m'a dit tout de suite que c'était un type de cancer qui faisait que j'allais avoir une année très particulière, mais que c'est pas lui qui m'a dit que ça n'était pas un cancer grave, parce que le livre que j'ai tiré de mon expérience s'appelle Un cancer pas si grave, et ça c'était une expression de moi. Personne ne m'a dit cette phrase, mais j'ai senti dès le départ que j'étais pas
en menace de mort, que c'était juste quelque chose qui allait nécessiter d'être pris très sérieusement et que j'allais avoir une année un peu rude. Il m'a dit que c'était pas un cancer pour lequel il y avait beaucoup de récidives. Donc il y a eu d'emblée quelque chose qui m'a enveloppée et qui a fait que j'ai eu confiance et que j'étais dans les meilleures conditions possibles à un moment qui de toute façon vous secoue énormément. Même si tu apprends une très mauvaise nouvelle, on te met pas devant une fin quand même. Il y a quelque chose de rassurant. Oui, et puis, moi j'ai une communauté en ligne et donc j'échange avec beaucoup de personnes qui passent par un cancer du sein et je vois à quel point parfois pour les soignants l'annonce est un moment très difficile. Ils sont pas forcément formés pour ça, ils ont pas forcément le caractère qui fait qu'ils trouvent les mots facilement. Et moi je suis bien tombée. Je suis tombée sur quelqu'un de très humain et qui a su me rassurer et je pense que c'est très très important pour après toute la façon dont on va gérer, aborder la maladie. Et il vaut mieux aller dans un centre qui a bonne réputation, mais après c'est du hasard quand même. Oui, c'est ça. Beaucoup. Puis il faut mieux partir avec de la force aussi, c'est un peu ce que tu dis. Oui, c'est sûr que en tout cas moi, ça s'est bien passé au départ et ça a rendu le reste moins difficile, même si de toute façon c'est une épreuve. Est-ce que tu as eu la sensation quand même d'une bascule ? Ça s'est passé en face à face et oui, c'est un moment de bascule. C'est-à-dire que t'es dans les bien portants et tu passes du côté des malades et tu passes du côté de la planète cancer. C'est vraiment une planète puisque c'est un mot qui est tellement chargé en imaginaire que tu t'en fais une certaine idée et tout d'un coup, tu débarques sur la planète. D'ailleurs, rien qu'en t'en parlant, j'ai la photographie de ce radiologue me l'annonçant et qui recule lui-même tellement c'était pas un moment facile pour lui, même s'il devait annoncer régulièrement des anomalies à ses patients, mais oui, il y a une sorte, d'effet en vidéo, je sais pas comment on dit, quand la caméra recule tout d'un coup. Ah oui, pour que tu isoles le sujet. Bon oui, t'es très isolée, tout d'un coup t'es toute seule. Est-ce que tu veux dire que tu t'es sentie marginalisée directement ? Pas marginalisée, mais t'as un sentiment de solitude où en fait tu vas devoir gérer ça seule. Tu es seule avec ton corps qui te fait un coup que t'avais pas vu venir et on va faire quoi ? On sait pas. Est-ce que, dès l'annonce, tu as cherché des appuis, des ressources ? Qu'est-ce que tu as trouvé en premier lieu pour faire face ? Alors la première chose que j'ai trouvée, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est que moi je suis journaliste et j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des notes. Et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je n'écrivais pas pour moi. J'écrivais uniquement quand on me demandait un article. Je travaillais à l'Express à l'époque. C'était un réflexe professionnel, mais c'était pas du tout un réflexe personnel. Et en fait, ça a marqué le début d'une succession de changements profonds dans ma vie que j'ai initié de plus en plus consciemment. Mais le premier, ça a été que tout d'un coup, j'ai été tellement submergée d'émotions que ma tête était trop pleine et j'avais besoin de le retranscrire par le langage, ce qui a donné mon livre des mois après. C'était une ressource, il y en a eu d'autres, j'ai appelé mon mari qui était en voyage à ce moment-là, donc c'était pas les meilleures circonstances, mais on ne choisit pas. J'ai envoyé un texto à une amie, je faisais un dîner de filles le soir même, j'ai maintenu le dîner sans prévenir mes amis parce que il y a vraiment un délai où on doit encaisser soi-même pour pouvoir en parler aux autres, mais j'en avais parlé à une de mes meilleures amies sur le moment et au fur et à mesure, je me suis appuyée sur mes proches. Dans ce que j'entends, c'est aussi sur toi, en fait. Quand tu parles d'écriture, il se passe quelque chose en toi, déjà? Oui, alors j'avais la chance, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, j'ai un caractère très introspectif et j'avais commencé un travail thérapeutique de psychothérapie 20 ans plus tôt et je continuais à avoir le même psy. Et donc, j'avais ce recul sur moi en temps réel où j'étais habituée à m'observer. Donc ça a été une ressource. Et puis j'allais bien dans ma vie, j'étais heureuse, j'avais un petit garçon, j'avais un mari aimant, j'avais ma famille, mes amis et un job qui quand même me plaisait bien, même si
Au fur et à mesure de mon auto-analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon travail, mais globalement, j'étais quand même très contente. Après, je me suis quand même aussi rendu compte que ça va puiser tellement profond une épreuve pareille que j'allais pas avoir assez de ressources. Il allait falloir que je m'en trouve d'autres et que je m'appuie sur d'autres choses et que je m'en fabrique et que j'aille les chercher. Et ça a été tout le travail auquel je me suis livrée pendant les traitements et qui est arrivé assez vite parce que moi je me souvenais plus, mais c'est mon mari qui m'a rappelé bien après, qui m'a dit mais très vite tu m'as dit puisque j'ai ça qui me tombe dessus, je vais en tirer le maximum et je vais transformer des choses dans ma vie. Donc ça a été une transformation globale. Peut-être pas dès le départ, mais très rapidement, parce que c'était pas possible que je me tape autant de choses négatives sans en tirer de contrepartie. Arrivent les traitements rapidement, je pense. Oui, alors j'ai été soignée à la clinique Saint-Jean-de-Dieu dans le 7e arrondissement de Paris. Super équipe, à taille humaine, contrairement à des grandes structures hospitalières qui sont géniales, qui sont vraiment très très importantes, mais j'ai eu la chance d'arriver dans un endroit où je me suis sentie comme dans un cocon. Et j'ai été opérée en décembre. J'ai eu une mastectomie de mon sein gauche, et donc on m'a retiré le ganglion sentinelle. Et quand on a fait les analyses de ce qu'on avait retiré, il s'est avéré que il y avait besoin d'une seconde intervention pour me retirer ce qui restait de glandes sous l'aisselle, de ganglions, voilà, la chaîne ganglionière, merci. Et donc j'ai été à nouveau opérée tout début janvier. On a un parcours un petit peu similaire, exactement au même moment en plus, de novembre 2017, moi aussi opérée en décembre 2017, oui, mastectomie, et on te dit on enlève le sein. C'est ça ? Oui, dès le départ, on me dit qu'on enlève le sein parce que en fait, c'était des microcalcifications et donc c'était très diffus. Il y avait une tumeur de, je crois, 8 cm de diamètre, mais qui était impalpable, enfin que c'était trop dense et donc il fallait tout enlever et moi j'étais très contente qu'on enlève tout en fait parce que j'avais besoin de savoir que tout était hors de moi et que je limitais les risques qu'il y ait quelque chose dans ce sein qui reparte. Après, on s'arrange avec son histoire parce que je pourrais me dire, bah oui, mais il me reste un sein et il y a toujours la possibilité que quelque chose surgisse dans l'autre sein. Mais j'ai suivi les médecins qui m'ont dit que c'était ça qu'il y avait à faire et qu'il n'y avait pas lieu d'enlever l'autre sein. Et j'étais ok, moi j'ai décidé une bonne fois pour toutes de faire confiance dans les personnes en qui je remettais ma santé et je posais pas trop de questions. J'avais déjà tellement de mal à me concentrer pour essayer de comprendre tout l'aspect technique de ce qu'on me racontait que je me suis laissée porter. C'est compliqué de tout contrôler, quoi. Ça dépend. Moi, j'ai connu plein de femmes qui avaient besoin de comprendre exactement ce qui se passait et je conçois complètement que ce soit une manière d'être active dans sa manière d'affronter la maladie. Moi, c'était absolument pas le cas et même là, maintenant, si tu commences à me demander quel type de cancer j'avais, le stade et tout ça, j'ai rapidement oublié. D'abord la chirurgie. Est-ce que tu peux nous faire un tableau de ce que tu as subi de traitements lourds ? Oui. Mastectomie en décembre 2017. Ils ont analysé les résultats et là, il y a cette période absolument atroce où on vous parle pas du tout de chimio au début. et c'est très bien, parce que si on m'avait dit dès le départ que j'allais avoir de la chimio, ça aurait été beaucoup plus rude, en fait. Les médecins à qui j'ai eu affaire avaient le savoir-faire, l'expérience pour distiller les infos au fur et à mesure qu'on est capable de les encaisser. Et donc en janvier, madame, vous allez avoir de la chimio. Donc j'ai eu de la chimio à partir de je sais plus, début d'année jusqu'en juin. Donc j'ai eu des EC et Taxol, ouais. Voilà les deux. Je me souviens même plus dans quelle proportion, mais en tout cas ça a duré jusqu'à juin, je crois. Donc c'était quand même pas mal de séances. Et après radiothérapie tout l'été. Jusqu'en août et après hormonothérapie, donc je le suis toujours, je suis sous tamoxifène depuis 5 ans. J'ai eu aussi des injections de décapeptyl jusqu'à juillet dernier qui ont fait que c'était un contraceptif aussi. Il se trouve que j'ai la chance de
très bien supporter le tamoxifène, ce qui est quand même assez rare. Là, ça fait plus de 5 ans et on me l'a encore prolongé parce que c'est une forme de bouclier finalement, d'assurance quand on a eu un cancer hormonodépendant, puisque ça bloque les hormones et moi j'en suis contente. Je le supporte très bien, mais ça a des conséquences. C'est ça. C'est presque comique. Il vaut mieux le prendre avec humour quand on déplie la notice du tamoxifène, où il y a tellement d'effets secondaires recensés que en fait, t'as plus qu'à te tirer une balle quand t'as vu tout ce qui risque de te tomber sur le coin de la figure. Bon, il se trouve que ils se prémunissent comme ça, mais Dieu merci, on n'a pas tous ces effets secondaires. Et moi, j'en ai eu relativement peu. Il y a eu une ménopause artificielle et donc j'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur au début. Et l'effet principal, et que moi on m'avait pas dit, mais de toute façon je crois que j'étais pas capable de l'entendre, c'est quand même que ça a un impact sur le poids. C'est un médicament qui a tendance à faire grossir. Et ça, moi, j'avais une telle phobie de grossir que je pense que je ne l'aurais pas entendu si un médecin me l'avait dit, mais je crois qu'il me l'a pas dit. Bon, il se trouve que moi, à partir du moment où j'ai pris ce médicament, j'ai eu tendance à grossir. Mais il était hors de question pour moi de grossir parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc, il a fallu que j'apprenne à décoder le fonctionnement de mon corps pour qu'il ne grossisse pas. Et donc, ça a quelque part avancé ce à quoi j'aurais été confrontée au moment de la ménopause. Donc ça, c'est sur l'aspect alimentaire. Après, le tamoxifène peut... parfois, il y a des problèmes de sécheresse vaginale. Il se trouve que moi, j'en ai pas eu du tout. Je veux bien aussi rassurer quand même, c'est que on va pas avoir tous les effets secondaires qui sont recensés, qui sont sur la liste, qui sont sur la liste, voilà. Du tout. Dans toute la gamme de traitements que tu as subis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, peut-être qui t'a touché particulièrement ou dont tu as envie de parler? L'un des plus grands apprentissages que j'ai eu du cancer, c'était un épisode très particulier. C'est que moi, j'étais soignée dans un établissement qui proposait le casque réfrigérant pour essayer de conserver ses cheveux. Donc le principe, c'est que juste avant la chimio, on vous applique un casque glacé pour faire que le produit de la chimio n'aille pas jusqu'au bulbe du cuir chevelu et donc protège le cuir chevelu et fasse que vos cheveux tombent un peu moins. Donc j'avais les cheveux longs, je m'étais fait couper les cheveux très courts pour que ce soit un peu moins traumatisant quand les cheveux allaient commencer à tomber. Je savais qu'ils allaient tomber, mais comme il y avait ce casque, j'espérais, les cheveux sont très importants pour tout le monde, mais moi c'était vraiment crucial, je suis rousse, il y avait un truc très identitaire sur les cheveux et je voulais tout faire pour les garder. Et donc j'ai mis ce fameux casque et j'ai trouvé qu'il était extrêmement douloureux. Et pour en avoir parlé avec d'autres patientes avant, après, il y a plein de patientes qui préfèrent voir leurs cheveux tomber plutôt que de porter ce casque qui leur fait trop mal. Et moi, c'était hors de question. Enfin, même si j'allais m'évanouir, je préférais garder le casque plutôt que de perdre mes cheveux. Il se trouve que j'ai perdu jusqu'à 60% de mes cheveux, je dirais, mais j'ai pas tout perdu. J'ai pu continuer à être dans la rue et que ne pas porter les stigmates de la maladie. Les gens ne voyaient pas, ils voyaient que j'avais une sale gueule, mais ils voyaient pas que j'avais plus de cheveux. Et il y a eu un moment très précis où, donc ça a été de chimio en chimio, et il y a eu une chimio, je sais plus si c'était la 2e ou la 3e, où le casque me faisait un mal de chien, tellement mal en fait que j'étais au bord de la syncope. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, je me suis rendue. J'ai dit, écoute, arrête de résister et laisse-toi traverser par la douleur. Et en fait, on m'a dit, mais ce que t'as fait, c'était de l'auto-hypnose. Sauf que, en fait, je pense que j'ai puisé en moi des ressources que je ne pensais même pas avoir. Et en fait, ça a été la fin de la douleur du casque. Les séances d'après, j'avais de moins en moins mal parce que j'avais accepter de me dire, ok, alors tu vas observer cette douleur. C'est quoi la sensation? Ça passe par où? Ça fait quoi exactement dans ton corps? Tu l'acceptes parce que c'est bon pour ton cuir chevelu, c'est bon pour ton équilibre. Tu as fait ce choix-là. Et donc je me suis comme ça convaincue, persuadée. Et ça a eu des effets vraiment très importants. Et en fait, pourquoi est-ce que je t'en parle maintenant et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que ça a complètement transformé mon rapport
aux difficultés, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la résistance. Parce que la résistance, ça veut dire déployer énormément d'énergie à être contre. Et pendant qu'on est contre, on n'est pas dans la construction de quelque chose. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui me résiste, je comprends beaucoup plus vite qu'avant que, en fait, c'est pas le bon angle. Il faut que j'arrête et que j'essaye de contourner, que j'essaye d'aborder le problème différemment, sans m'épuiser. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne, mais vraiment au quotidien. Et c'est un des cadeaux du cancer. L'apprentissage du lâcher-prise dont on parle tellement, mais qu'on a du mal à vraiment toucher du doigt en réalité. T'as pas eu le choix, tu l'as fait, et puis ça t'a amené vers autre chose pour, ta vie à partir de là. Oui, et le fait que ce soit lié à une très grande douleur, parce que c'était vraiment, j'étais au bord de l'évanouissement. Donc j'ai l'impression d'être allée au bout d'un truc, et que au moins ça a servi. Là encore, il y a un bénéfice, alors que sur le moment, j'en bavais. Mais parfois, on a besoin de scolter ces passages-là pour après en profiter pendant très longtemps. Une question que je voulais te poser aussi, c'est la question de la peur, parce que cette maladie, dès le départ, elle te fait envisager une fin, peut-être. Ça fait peur. Est-ce que toi, tu as eu peur pendant cette période-là? Est-ce que tu as peur maintenant? Où tu te situes? La peur, c'est un sujet énorme. J'ai eu très 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 peur. J'ai encore peur. Et en fait, moi, j'avais toujours eu peur d'avoir un cancer du sein. Même quand j'étais ado, avoir un cancer du sein, c'était me confronter à l'une de mes plus grandes peurs. Et donc j'ai vécu dans la peur. Alors moi, puisque j'avais été rassurée par les médecins que j'avais un type de cancer qui était ce qu'il était, c'était pas la peur de la mort. J'ai été épargnée par ça, et en plus, je suis pas quelqu'un qui pense énormément à la mort. J'y pense, mais je ne suis pas obsédée par ça, et j'ai tellement d'obsessions que au moins j'ai pas celle-là. Mais il y avait des peurs successives. En fait, j'avais très peur de devoir avoir de la chimio. Quand on m'a dit que j'allais avoir de la chimio, j'ai eu très peur de la douleur de la chimio, parce qu'on nous en parle d'une manière qui est vraiment atroce et qui est héritée de traitements qui aujourd'hui sont très 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 différents. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup moins mal que ce que je m'imaginais que j'allais avoir. Donc ça, je voudrais rassurer les personnes qui sont confrontées à un cancer. Plus tard, vous allez avoir votre cancer, et plus vous bénéficierez de traitements qui auront été pensés pour soulager au maximum. Même si c'est pas comme de prendre une aspirine, ça le sera jamais. Mais c'est un traitement de cheval, mais quand même c'est moins douloureux. Et puis après, il y avait la peur de perdre les cheveux. Alors, la peur de perdre les cheveux, c'est un truc qui a été une obsession pendant des mois, parce que on n'est jamais complètement sûr. En fait, on sait jamais combien il va en tomber. Quand ils tombent tous, on est fixé, je sais plus, c'est 15 jours après le début des traitements. Moi, c'était un truc qui s'est étiré, je savais pas. Donc ça, c'était aussi une très grande peur, parce que tout le monde ne comprend pas à quel point les cheveux, ça peut être un truc où en fait je ne pensais qu'à ça. J'avais plus peur de perdre mes cheveux que de mourir. Bref, il y avait plein de peurs comme ça, mais ce qui s'est passé après, c'est que d'avoir traversé cette peur, toutes ces peurs-là, ça donne aussi une force après la maladie, parce que en fait on en est revenu, et donc on sait que on a été capable de traverser des peurs que on ne pensait pas être capable de traverser, parce que les gens parlent de courage, on est des battantes, on est des héroïnes, des guerrières. Je déteste tout le vocabulaire militaire. Que dalle. Enfin, moi, j'étais pas du tout spécialement courageuse ou battante. J'ai affronté la situation avec les ressources qui étaient les miennes. Et maintenant, quand je me retourne, je vois que j'ai pu traverser ça. Et donc, quand j'ai d'autres peurs qui surgissent, j'ai toujours peur, parce qu'en plus, je suis d'une nature où la peur est vraiment une de mes compagnes. Mais je peux me rassurer avec le fait que, écoute, t'as été confronté à ça, t'as traversé, il n'y a pas de raison que t'arrives pas à surmonter l'épreuve d'après, quoi. Si on reprenait cette personne que tu étais en 2017... avant le mois de novembre, qu'est-ce que tu lui dirais justement que tu vois, c'était bien que tu ailles faire ta mammo. Moi, j'avais pas de problème pour faire les contrôles, j'avais pas trop de peur. En revanche, j'ai un message de prévention, c'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur l'autopalpation, et c'est effectivement très très important de se palper les seins sous la douche régulièrement au cas où on sentirait une grosseur. Mais moi, j'irais quand même plus loin, parce que dans mon cas, j'aurais pu continuer et j'aurais rien senti. Faire une mammographie, c'est extrêmement important. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aient peur, mais
On a la chance de vivre dans un pays qui soigne tellement bien les cancers du sein s'ils sont pris tôt. C'est s'épargner énormément de souffrance et c'est aussi peut-être se sauver la vie parce que des cancers qui sont détectés trop tard, pour les médecins, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu te retournes, comme tu dis, ça te donne quand même une sorte de confiance d'avoir traversé cette épreuve. On gagne là-dessus. Oui, on a des fondations qui sont plus fortes et on gagne aussi en humanité. Les gens savent, à partir du moment où les gens, même des inconnus, savent que j'ai eu un cancer du sein, ils m'investissent d'une humanité parce que ils savent que j'ai traversé des choses qui vont faire que je vais mieux comprendre certaines choses. C'est quelque chose qui nous relie les uns aux autres. J'aurais dit, ils m'investissent d'un courage, justement, ou d'une force, tu vois, que je suis pas forcément d'accord. Toi, tu sens ça? Oui, mais c'est plus large que ça. C'est ça. Je sais pas comment toi ça se passe, mais moi, je suis très étonnée qu'à partir du moment où je dis que j'ai eu un cancer, les gens vont me confier des trucs qui souvent n'ont rien à voir avec la maladie. C'est juste que, puisque elle a connu ça, elle est capable de comprendre ma propre souffrance. Il y a zéro small talk, on va direct à l'essentiel, donc on gagne beaucoup de temps. Hein. Moi, j'adore ça. Il y a plus d'histoire de classe sociale, d'âge, de différence. On est relié par une souffrance qui n'a peut-être rien à voir. Alors, quand en plus c'est là aussi le même type de cancer, alors là, c'est quelque chose d'encore plus liant, mais ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Vous qui avez traversé une grande épreuve, je sais que vous allez pouvoir me comprendre. Et le pire, c'est que c'est vrai. Enfin, je me mets en posture de recevoir et d'être touchée. Et on passe un moment où on se fait du bien parce qu'on se soutient mutuellement. Donc, on y gagne de l'épreuve et on va en reparler. Mais est-ce qu'on y perd? Est-ce que tu as la sensation d'avoir dû renoncer à quelque chose? Déjà, on perd des cheveux, on perd un sein. Le sein, il reviendra pas. Hein. Donc c'est un nouveau corps. Mes cils resteront toujours fragiles. J'avais des cils très fournis, très épais, très longs. Là, si je me mets du mascara 3 jours de suite, je sais que j'en aurai beaucoup moins après. Et on perd sûrement d'autres choses qui me viennent pas à l'esprit, mais en tout cas, il y a des marques physiques, c'est sûr. Et puis là, moi, j'ai 47 ans, je suis ménopausée artificiellement depuis 5 ans. Il y a une transformation physique, mais on vit très bien avec. Et ce qui est absolument crucial avec le cancer du sein, c'est que les seins ne sont pas un organe vital. Dans la galaxie des cancers, je m'estime extrêmement chanceuse. Et dans ton mode de vie, pas de sentiment d'avoir perdu quelque chose? Moi, je crois que j'ai énormément gagné. Je me souviens d'une bande dessinée qui est très vieille maintenant, qui était d'une américaine et qui s'appelait Cancer and the City. Je sais plus comment s'appelle l'autrice, mais on peut toujours le trouver. C'était une bande dessinée et c'était génial. Enfin, j'avais cherché les livres, mais j'en avais pas lu énormément parce que je trouvais souvent qu'ils étaient très anxiogènes. Et celui-là avait été vraiment une sorte de bouée de sauvetage. Et je sais plus, il y a un moment où il y a une sorte de jeu de loi du cancer du sein et où t'as ta carte de cancer avec beaucoup d'humour. Elle explique à quel point ta carte te fait griller des fils, passer devant les autres et gagner des points. Et il y a un truc comme ça où dans les jeux humains, d'avoir eu un cancer du sein, moi ça continue de changer mon quotidien. Et donc, tu vois, on se rencontre aujourd'hui parce que on a ça en commun. Moi je prends, hein. J'en fais mon miel, même si c'était quelque chose de négatif, même si ça peut continuer d'avoir une image très négative pour les gens. Moi je me dis que plus on en parle et plus ça favorise un imaginaire plus complexe, plus riche et qui permet à chacun de se faire une image qui sera peut-être plus proche de ce que peut-être un jour eux connaîtront eux-mêmes, soit parce que eux-mêmes traverseront un cancer, soit parce que un proche connaîtra la maladie. J'ai très envie d'évoquer ça avec toi parce que tu me parles de tes cheveux, de tes cils, la féminité et le cancer, un sein en moins, une mastectomie, la peur des cheveux, les cils, les sourcils, donc une nouvelle façon de se présenter au monde. Est-ce que ça a été très dur, ça? Moi, je plaçais pas ma féminité forcément dans des signes extérieurs
comme mes cheveux ou mes cils, mais c'est une féminité sur laquelle moi j'ai été amenée à réfléchir et qui va s'exprimer différemment, puisque comme je le disais, on a une sale gueule et j'avais plus beaucoup de cheveux, et en plus moi il y avait le fait que comme mes cils étaient très fragiles et que j'étais dans une période de grande remise en question, j'avais complètement arrêté de me maquiller. J'avais besoin, face à la glace chaque jour, de m'observer, parce que mon visage changeait de jour en jour avec les traitements, et c'était une sorte de baromètre. J'avais besoin d'être en prise avec moi et de ne pas me maquiller, de ne pas me voiler la face. Donc c'était très particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient préféré que je me maquille, parce que vraiment ça veut dire que je ne cachais pas le fait que j'étais malade, mais ça m'a permis de... moi j'étais quelqu'un avant qui ne pouvait pas sortir de chez moi sans mascara. Il fallait que je sois maquillée, il fallait que je sois un peu apprêtée. Ça c'est complètement tombé. Ça veut dire que j'ai repris le mascara longtemps après, mais sans que ça soit une obligation comme ce que je m'imposais. Et j'ai une féminité qui est beaucoup plus tranquille, parce que j'ai compris que ça passait beaucoup plus par une façon d'être, un ressenti intérieur, et que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas m'enlever, que je n'allais pas être moins femme parce que j'avais un cancer, et que j'avais besoin d'aucune socio-esthéticienne pour me le démontrer que j'avais ça en moi. Puis aussi, dans mon entourage, mon mari qui a été extrêmement aimant et qui m'a toujours assuré que il m'aimerait quoi qu'il arrive, et quelle que soit mon apparence, et que force, ça a été, c'est pas le cas de tous les compagnons, parce que ça secoue quand même beaucoup, et d'avoir sa femme qui a une grande cicatrice, ça nécessite beaucoup de dialogue. On a dû beaucoup en parler, parce que on a été traversé d'émotions, de ressentis qu'on avait soi-même du mal à formuler. Donc, Et vous êtes autorisé justement cette communication qui est pas aisée quand même, de mettre ça sur la table. Très difficile, et ça a pris du temps, et il y avait plein d'ajustements nécessaires. Et t'as pas eu peur qu'il s'en aille? C'est une peur qui est complètement légitime, parce que il se trouve qu'il y a des maris qui s'en vont, et on a tous entendu parler d'histoires comme ça. Bon, moi je suis journaliste, j'ai écrit plusieurs articles relatifs au cancer du sein, et en particulier sur l'accompagnant, et ce que j'ai pu vraiment noter en enquêtant, c'est que quand le mari s'en va, en fait, c'est que le cancer est le déclencheur, mais ça n'est pas la cause profonde. Il y avait la fracture qui était déjà là avant, en fait, ou au moins la fêlure, et que de toute façon, tôt ou tard, ça n'aurait pas tenu. Et à ce moment-là, il y a aussi des personnes qui, rétrospectivement, se disent heureusement. De toute façon, le cancer, c'est un accélérateur. Donc après, ça passe ou ça casse, suivant ses ressources. Si le couple se défait, c'est peut-être quelque chose qui serait arrivé plus tard, pour d'autres raisons. Donc moi, j'ai pas eu peur que mon mari s'en aille, mais j'avais peur qu'il m'aime moins. Et surtout qu'il m'aime moins physiquement. Et donc j'ai eu besoin d'être rassurée là-dessus. Mais ce qui est génial avec mon mari, c'est que je suis plus grande que lui physiquement, et il y a quelque chose de... ma force est quelque chose qui lui plaît. Et donc, il a peu à peu vu comment est-ce que j'abordais la maladie, et comment est-ce que même physiquement j'acceptais mon corps. Et ça, lui, en fait, il trouve ça excitant. Et même la cicatrice, il a appris à aimer la cicatrice, parce que il y voit la preuve de mon courage. C'est pas moi qui le dis, c'est à force de discussion que lui me l'a formulé comme ça. T'as décidé de pas être reconstruite, hein. Moi, j'ai une petite poitrine. Je pense que c'est très très différent quand on a une grosse poitrine. Je me suis très bien habituée à avoir un buste avec un sein en moins. J'ai un peu une obsession de la minceur, et le fait d'avoir un buste très menu, ça a fait que j'ai pu m'accepter. Une reconstruction, c'est quand même quelque chose de lourd, avec à nouveau un processus médical, des transformations physiques, des douleurs potentielles, et j'avais pas du tout envie de ça. J'en arrive donc au pourquoi du podcast, donc pas au pourquoi en un mot, mais au pourquoi en deux mots. Qu'est-ce qu'on fait de cette épreuve? Est-ce qu'on peut dire qu'on y trouve un sens? Est-ce que toi, ton épreuve, tu trouves qu'elle t'a transformée? Moi, je trouve que mon épreuve m'a transformée, et sur le sens, j'ai eu besoin d'en trouver.
je vais insister sur le fait que ça n'est que de l'ordre de la croyance. Je ne saurais jamais pourquoi j'ai eu ce cancer. On sait que c'est multifactoriel. Moi, je sais que ça n'était pas génétique. Ça ne sont que des histoires que je me raconte. À partir même de la biopsie, donc avant même d'avoir le mot de cancer posé, moi j'ai eu besoin de me dire que c'était mon corps qui m'envoyait un avertissement parce que j'avais un terrain aux troubles du comportement alimentaire et je faisais des compulsions alimentaires depuis l'adolescence et je mangeais énormément de sucre, de gâteaux, de chocolat. J'étais pas en surpoids, mais je me suis raconté qu'il n'arrivait plus à encaisser ce sucre et que donc il tirait la sonnette d'alarme avec un cancer où on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre et que donc si vous tenez à la vie, il vaut mieux arrêter de manger du sucre, en tout cas dans les quantités phénoménales qui étaient les miennes, quand vous savez que vous avez un cancer. Et donc à la minute où j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que potentiellement j'avais un cancer, j'ai arrêté de manger du sucre. Et je n'en ai jamais remangé depuis. Ça fait plus de 5 ans. Donc j'ai commencé par l'arrêt du sucre raffiné. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte mais à quel point mon corps vraiment ne le digérait plus. C'était du poison pour lui. Et donc au fur et à mesure, je retire encore, même maintenant, je mange de moins en moins de fruits parce que tous les sucres se valent finalement et que moi, même si c'est du sucre des fruits, c'est difficile à digérer pour mon corps. Y compris l'alcool. L'alcool, ça a pris du temps parce que on s'arrange avec sa conscience et avec ses histoires. Hein. Donc, je me suis dit, bon, t'arrêtes les gâteaux, t'arrêtes le chocolat. J'ai arrêté tout de suite. Mais j'avais continué les cocktails. Moi, je buvais très peu d'alcool, sauf les pina coladas, les mojitos, avec du bon gros sucre de canne. Pendant des années, j'ai continué et ça me fichait par terre. Bon. Peu à peu, j'ai accepté de voir la réalité en face et donc j'ai arrêté aussi l'alcool, ce qui m'a fait énormément de bien et ce qui a fait que, en fait, à chaque pas, je me suis rapprochée de moi-même parce que mon régime alimentaire troublait tellement ma digestion, ma connexion à moi-même. Je plongeais dans la déprime parce que j'avais en fait des pics de glycémie, ce que j'ai aussi appris à découvrir en particulier avec le livre Glucose Révolution de Jessine Chospé qui m'a beaucoup aidé à comprendre aussi ce qui se jouait avec mon rapport au sucre. Donc voilà, moi j'ai eu besoin de me raconter que ce cancer était l'ultime manière que mon corps avait trouvé pour me signaler « tu changes quelque chose drastiquement, sinon après c'est la mort ». Je savais que si je continuais à manger comme je mangeais, d'une manière ou d'une autre, j'allais en mourir. Et ça part du sucre, et finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça te rapproche de toi, de qui tu es, c'est ça? Alors, ça m'a rapproché de moi, et après, ça n'a pas été que le sucre, parce que j'ai commencé à me demander tout ce qui clochait, en fait. Je me suis dit, mais puisqu'on sait qu'un cancer, c'est multifactoriel, ça peut être le signe de quoi d'autre? Ok, il y a cette histoire de sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, je me suis heurtée à ma relation au travail, qui était quand même très problématique parce que je travaillais trop. Donc j'étais journaliste en rédaction, enfin j'étais responsable éditoriale d'une équipe de journalistes à l'Express, et c'était un job sur lequel je me mettais beaucoup de pression. Ça se passait très bien, je travaillais très bien avec mes collègues, avec mes chefs, j'étais reconnue, mais c'était stressant. C'est un site d'actu, donc il fallait toujours être sur la brèche, même si c'était pas de l'actu chaude, mais je me mettais une pression moi-même. Et je travaillais trop et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et là, ça a été le moment où je me suis dit, en fait, tu vas pas pouvoir continuer comme ça. Ça a pris plus de temps parce que, on peut pas juste d'un claquement de doigts changer de job. Surtout quand même on a de bonnes raisons de l'aimer. J'ai été en congé maladie pendant 1 an. Ça a été un truc, le fait de lâcher mon travail pendant 1 an. Mais ça a été un travail en soi parce que j'arrivais pas à lâcher. Et qu'en fait, j'avais besoin de ce temps. J'avais besoin que les médecins me disent non, vous n'allez pas retourner travailler. Le moment où ils signaient congé maladie après congé maladie, c'était une libération, une charge mentale qui s'envolait. J'avais besoin de tiers pour m'autoriser à ne pas travailler. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai fait tout un travail sur moi qui a fait que j'ai fini par quitter mon travail et me lancer en indépendante. Je ne serais jamais partie de moi-même de manière aussi consciente et assumée si j'avais pas eu de cancer. Une nouvelle vie, il y a aussi carrément un changement d'adresse. Et oui, et alors après, en fait, comme il y a eu cette transformation, ça a initié des choses
comme un tremblement de terre qui font qu'après, il y a des répliques. Ça continue de faire trembler des choses. Et on a tous eu le Covid, tous traversé l'épidémie. Il se trouve que en 2020, quand on a été confinés, avec mon mari, avec mon fils, enfin on habitait à Clichy, en région parisienne, on a décidé de partir vivre dans la Drôme, là où ma sœur habitait déjà à Montélimar. Et ça a été mûrement réfléchi, mais ça a été extrêmement rapide par rapport à d'autres personnes et par rapport à... Moi, si j'avais pas eu de cancer, j'aurais pas saisi l'opportunité comme ça. C'est que le cancer fait que tu perçois de manière beaucoup plus aiguë ta propre finitude. Et donc tu sais que t'as pas beaucoup de temps en fait. Tu sais que tu vas mourir. Tu l'as touché du doigt de manière beaucoup plus tangible que une personne qui n'a pas été atteinte d'une maladie grave. Et donc, tu sautes le pas beaucoup plus facilement. Et j'en suis très, très heureuse parce que, rétrospectivement, je me dis que c'était quand même une fenêtre qu'on avait pour que mon mari demande le fait de travailler à distance avec juste un retour à son travail une fois par mois à Paris. S'il le demandait aujourd'hui, je pense qu'il l'aurait pas, cet accord de son entreprise. On a vendu notre appartement au bon moment avant que bien plus de gens se disent en fait on a envie de partir en province, et donc il y avait beaucoup plus d'appartements comme le nôtre sur le marché 6 mois après que nous on a vendu. Donc on a très bien vendu, ce qui nous a permis d'amorcer le chapitre d'après pour pouvoir acheter une maison et tout ça. C'est parce que on avait un sens du timing, et ce sens du timing il est favorisé quand on a eu chaud aux fesses quoi. Pour finir, en fait, la Géraldine qui est là maintenant en face de moi, c'est quelqu'un de différent, en tout cas de plus aligné, enfin ce mot qu'on utilise tout le temps, de mieux. Aligné, ça dépend des jours. Après le cancer, on a cette période juste après où on a vu la lumière, exalté. On est exalté, mystique, où on se dit plus rien ne sera jamais comme avant parce que j'ai reçu une super leçon de vie. Bon. Le quotidien passe par là, et moi je me retrouve à avoir peur de pas réussir à terminer mon papier pour Marie-Claire. Donc des peurs qui sont minuscules par rapport aux enjeux qu'on a vécus. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, elle se crée des problèmes continuellement. Donc non, je suis pas toujours alignée, et je passe mon temps à essayer d'harmoniser tout le bazar, mais on gagne en densité. On gagne en expérience de vie et on se connaît mieux. Enfin, en tout cas, moi, je me connais mieux. Ça donne pas mal de ressources et de clés pour la suite, oui. Puis de savoir que tout ça est quand même extrêmement fragile. C'est que, là, je suis très bien. Et puis, si le mois prochain, on me dit que j'ai un nouveau cancer, parce que ce serait un nouveau cancer, il faudrait faire face. Et je me sens capable de faire face, mais... Aujourd'hui, je suis en pleine santé, demain, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose de très ténu. On a cette conscience-là beaucoup plus fine, et on la garde à l'esprit beaucoup plus que quelqu'un qui... on s'imagine quand même souvent invincible tant qu'on n'a pas été confronté à ça. Merci beaucoup, Géraldine. Merci à toi, Magali. Bonne route. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.